Durant la période des années 2010, une mystérieuse légende urbaine entourant un MMO en ligne nommé Worlds.com fait le tour d'internet. Étant donné que le jeu est sorti en 1990, la plupart des internautes pensaient que celui-ci avait été abandonné à son sort, que ses utilisateurs avaient quitté le navire et qu'ils avaient sombré dans le néant des pages web. Et pourtant, malgré l'âge avancé de la plateforme, Worlds.com n'était pas mort. Il était bel et bien vivant et encore utilisé par les internautes. Le problème, c'est que les joueurs qui venaient pour s'amuser sont partis, mais les autres sont restés, et ce, pour des raisons assez sombres. Worlds.com s'ouvre sur un désert aride de béton, un néant qui prouve bien que plus personne, ou du moins une bonne partie des joueurs, ne sont plus actifs dans un jeu qui fut un jour plein de vie et d'animation. Vous l'aurez compris, le jeu est devenu vide, la plupart du temps. Il y a une rumeur qui court sur internet, une rumeur à propos de Worlds.com. Apparemment, le jeu cacherait quelque chose de plus dark, de plus malsain, et un objectif caché du grand public. Les rumeurs impliquent des cultes à l'intérieur même du jeu et du doxing. C'est un terme anglais qui désigne le fait de révéler en ligne des informations privées sur un utilisateur, telles que son vrai nom, son adresse, son lieu de travail, son numéro de téléphone, son numéro de carte bleue. Le jeu est aussi accusé de cacher des images à caractère sexuel ou gore, ainsi que d'être à l'origine d'harcèlement virtuel. Vous vous en doutez, mais les joueurs un peu curieux se sont empressés d'aller vérifier ces informations et ont alors lancé une partie de Worlds.com dans l'espoir d'y découvrir si les allégations étaient vraies et fondées, et c'est de leur découverte que nous allons parler aujourd'hui. Avec moi, venez découvrir ce qui se cache réellement derrière le jeu en ligne Worlds.com. Nous sommes dans les années 90, une époque magique où le divertissement est en pleine évolution et donne lieu à des dessins animés, des marques, des pubs, des séries TV et des jeux mythiques qui ont bercé notre enfance ou celle de nos grands frères et sœurs et qui sont encore aujourd'hui des classiques de la pop culture. Concernant les jeux vidéo, Mario Kart naissait accompagné de Fallout, de Resident Evil ou de Silent Hill. Des jeux dont tout le monde a déjà entendu parler une fois dans sa vie et qui ont révolutionné le gaming à tout jamais. Et avec eux, la naissance de consoles inoubliables à l'épreuve du temps qui sont encore aujourd'hui des références telles que la NES, la PS1, la Sega Mega Drive ou encore la Dreamcast. Bien que ces consoles étaient l'échappatoire le plus simple et utilisé par les jeunes à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs, un nouveau concurrent leur faisait face, un concurrent qui n'était accessible autrefois qu'à une minorité de la population et que peu de gens comprenaient à l'époque, Internet. Et avec lui sont venus les jeux en ligne. Rendez-vous compte qu'à l'époque, vous étiez capable de jouer, de discuter avec vos amis, de rencontrer des gens de votre âge et de vous créer un monde rien qu'à vous, tout ça depuis l'ordinateur de vos parents dans le confort d'une chaise de bureau. Ce nouvel univers qui naissait à peine est aujourd'hui connu sous le nom de MMO, ou Massive Multiplayer Online Video Game, ou en français, un jeu en ligne massivement multijoueur. Parmi les nombreux sites web disponibles pour les premiers utilisateurs d'internet, l'un d'entre eux verra le jour en 1995 sous le nom de Worlds.com. Le jeu a été codé par une entreprise sobrement nommée World.inc et héberge une salle de discussion publique, autrement dit une chatroom, une nouveauté à l'époque dans laquelle les joueurs pouvaient discuter entre eux tout en explorant le jeu. À l'époque, le jeu est un carton et plusieurs grands noms vont même s'y intéresser, comme par exemple David Bowie ou Steven Spielberg, et d'ailleurs ce dernier a même créé un monde nommé Starbyte World, un univers pour les enfants gravement malades qu'ils pouvaient explorer et interagir à l'intérieur même de Worlds.com depuis leurs ordinateurs. Concernant le jeu, il est dans son pur jus des années 90, après avoir renseigné son adresse email et créé son profil depuis une page qui pue la simplicité et le kitsch, l'utilisateur doit choisir un ou plusieurs hobbies qui seraient utilisés pour configurer un personnage qui lui ressemble. Dans le jeu, il existe plusieurs types d'avatars, un humain normal, un pingouin, un kangourou, un clown ou un monstre. De plus, vous trouverez sur Worlds.com plusieurs mondes à parcourir et explorer, et des mondes, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez choisir parmi une centaine de royaumes, certains sont même à thème, comme celui de David Bowie, les New York Yankees, le groupe Hanson, ou alors simplement le ciel, une maison d'animaux ou une fun house, qui se traduit par maison d'amusement. Lorsque vous vous aventurez dans le jeu pour la première fois, vous êtes jeté dans un central hub,
à un espèce de hall central où les joueurs du monde entier se retrouvent lorsqu'ils lancent leur partie. Les différents mondes des royaumes sont accessibles depuis des tunnels et des portes, il suffit alors d'y entrer pour accéder à une nouvelle map. Étant donné que plus personne n'utilise le jeu, les graphismes vieillots ainsi que la 3D d'époque et l'ambiance froide du jeu nous donnent un grand sentiment de solitude et peut-être un petit peu stressant pour certaines personnes. La boîte de discussion est directement accessible depuis l'écran du jeu et permet de discuter en temps réel avec d'autres joueurs. Il faut comprendre qu'à l'époque, le jeu était absolument révolutionnaire et les propriétaires de PC ont tout simplement inondé la plateforme, lui donnant une popularité et un succès juste énorme. Malheureusement, comme toute invention technologique, celle-ci devient rapidement désuète et la base d'utilisateurs décline fortement pendant plusieurs années jusqu'à complètement abandonner le navire. Et au début des années 2000, il y a plusieurs jeux bien plus avancés technologiquement et de gros concurrents qui vont prendre sa place. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, comme par exemple Second Life, Toontown, VMK ou Habbo, qui deviendront des licences gigantesques et où les joueurs pourront profiter de bien plus de liberté et de meilleurs graphismes ainsi que de fonctionnalités dans les jeux. Parmi ceux que je vous ai cités, comme par exemple Toontown ou VMK, soit vous n'en avez jamais entendu parler, soit vous connaissez et vous êtes donc au courant que ces jeux n'existent plus aujourd'hui. Et ce pour une bonne raison qui a frappé la majorité des MMO à l'époque. Ils n'ont jamais su trouver un moyen d'être rentable et de monétiser la plateforme. De plus, il y avait une team de modérateurs sur le jeu qu'il fallait aussi rémunérer et dans la logique, on s'attendrait à ce que Worlds.com, un jeu inactif depuis des années, soit débranché des serveurs, que le site soit définitivement fermé pour éviter de perdre encore plus d'argent sur une plateforme qui en plus ne rapporte de toute façon rien du tout, ou alors on attendrait simplement une nouvelle version plus cohérente pour la génération actuelle. Et pourtant, Worlds.com est toujours parmi nous. Les graphismes sont les mêmes qu'à sa sortie et le serveur n'a jamais été mis à jour. Et pourtant, encore aujourd'hui, il vous est possible de télécharger Worlds.com et de vous balader dans les maps désertes et étranges du jeu. Une rumeur voudrait que le créateur du jeu, Tom Kidren, paie encore actuellement les coûts de serveur de Worlds.com qu'il gère depuis sa maison. Ce qui soulève néanmoins une question: pourquoi un individu maintiendrait un jeu vieux des années 90 que plus personne ne connaît, qui n'a plus aucune base d'utilisateurs, qui n'est pas rentable et qui en plus est complètement dépassé technologiquement? Pourquoi est-ce si crucial de garder en ligne ce jeu abandonné de tous qui est pourtant alimenté par son fondateur depuis bientôt 25 ans? Depuis le peu de temps que je suis dans le jeu, j'ai déjà compris que j'étais le petit nouveau et tout le monde a l'air de s'en être rendu compte. Je suis pas un habitué, mais il y a donc bien une communauté de gens qui jouent encore à Worlds.com. Mais qui sont-ils et pourquoi ils ne veulent pas partir? Au début des années 2010, des rumeurs inquiétantes ont commencé à se répandre massivement sur internet à propos du jeu Worlds.com. 4chan, un forum communautaire très connu, explique qu'il existerait des comportements potentiellement illégaux ainsi que des sectes de la part de certains joueurs. Comme d'habitude sur 4chan, la nouvelle s'est rapidement répandue et les utilisateurs de la plateforme ont fait ce qu'ils font habituellement dans ce genre de cas, ils ont enquêté. Avant de plonger plus en profondeur dans les abysses du jeu, il faut que je précise quelque chose. Les dernières recherches à propos du jeu et de l'enquête des utilisateurs de 4chan datent de 2012. Beaucoup d'images, d'URL, de fichiers et de discussions partagées sur le site ont été perdues ou supprimées au fil des années. Il me faudra donc vous reconstituer certaines preuves pour s'approcher le plus possible des originaux et de pouvoir créer un scénario cohérent et possible quant à ce qui s'est réellement passé sur World.com. Parlons un peu du jeu. Un élément majeur et qui est au cœur de l'univers de Worlds.com, c'est la possibilité pour les joueurs de créer et d'héberger leurs propres univers. En gros, c'est des mondes personnalisés qu'ils peuvent uploader directement dans le jeu en utilisant un outil connu sous le nom de World Shaper. Et un peu comme un serveur Minecraft, si un utilisateur décide d'utiliser World Shaper, il peut créer un monde à son image avec ses propres graphismes et y inviter d'autres utilisateurs via un fichier à télécharger accessible via le World Shaper. Bon nombre d'entre eux ont été archivés sur des sites web et certains sont encore téléchargeables et explorables dans le jeu. Pour la première fois dans un jeu en ligne, les joueurs étaient face à la possibilité et la liberté créative absolue, qui verra d'ailleurs naître des mondes incroyablement bien faits et des univers géniaux. Néanmoins, depuis que le jeu tourne au ralenti, les choses sont devenues un peu plus sombres.
un peu plus controversée. Dans le monde de World.com, beaucoup de groupes et d'utilisateurs sont étranges, mais 2 d'entre eux sortent clairement du lot. Ils sont beaucoup plus mystérieux. Il s'agit de l'utilisateur Jimbly et Nexialist. Et durant cette enquête, on va découvrir que leur chemin s'est déjà croisé, mais que leurs histoires sont bien différentes. Contrairement à Nexialist, l'histoire de Jimbly est beaucoup plus ancrée dans le réel et vous en faites pas, on va y revenir dans quelques instants. Tout d'abord, intéressons-nous à Nexialist. Selon un post de 2012 sur le blog forgottenworld.com, un article sur lui nous explique la chose suivante. Nexialist est un utilisateur régulier de World.com qui tente d'apparaître dans les mondes V et X. Nexialist est un utilisateur à succès qui a réussi à créer un culte dans le jeu, ce qui est difficile à faire. Il communique souvent avec des joueurs réguliers qu'il pousse à le rejoindre et se fait appeler Keybearer, le gardien de la clé, et donne des visites guidées du jeu à certains joueurs sans utiliser la fonction de chat. Sauf que ça, ce n'est même pas 1% de ce que Nexialist est réellement dans le jeu, et les rumeurs vont beaucoup plus loin. Selon 4chan et d'autres forums, Nexialist est beaucoup plus sombre. C'est vraiment une part de mystère indéchiffrable. Il serait présent dans le jeu depuis les années 2000 et ses rencontres avec lui semblent complètement aléatoires, si bien que vous ne trouverez jamais Nexialist dans le jeu. C'est lui qui vous trouvera. Si c'est le cas, il s'approchera de vous sans dire un mot et debout avec un perso qui s'apparente à un corps sans vie, il vous enverra un message dans la chatroom et vous demandera de le suivre. Et si vous le faites, il vous amènera dans une map personnalisée au travers de longs couloirs dédiés à des cultes satanistes ainsi que du contenu gore et sexuel. Une fois votre promenade terminée, Nexialist commencera à vous envoyer des fichiers audio dérangeants et malsains. Des fichiers audio qui ne sont plus disponibles sur les archives de 4chan, mais qui ont été décrits par les utilisateurs comme étant des sons très déformés d'animaux en train d'être égorgés et d'agoniser. Si vous prenez peur et que vous quittez le jeu, vous allez sûrement aller sur 4chan pour en parler, ce qui est exactement ce qu'il veut, que l'intérêt des discussions grandisse autour de lui et qu'un autre utilisateur trop curieux décide de vérifier par lui-même, et cet utilisateur sera alors sa prochaine victime. Malheureusement, la majorité des gens qui racontent ces histoires les racontent comme des légendes urbaines, et le peu de joueurs ayant fait des captures d'écran de Nexialist ont été effacés par le temps, contribuant encore à diluer un peu plus la crédibilité de l'histoire. Et pourtant, nous allons nous plonger dans des choses encore plus sombres et étranges. Concernant Jimbly, il s'agit d'une toute autre histoire. Le blog dont nous avons parlé juste avant sert en fait de journal pour un utilisateur du jeu nommé George Costanza, qui raconte ses expériences sur Worlds.com et les découvertes et choses bizarres dont il a été témoin. Selon ses écrits, il aurait trouvé un réseau étrange géré par l'utilisateur Jimbly, et c'est dans ce réseau que nous allons plonger plus en profondeur et explorer les secrets sombres qui s'y cachent. Le premier post a été écrit le 5 janvier 2012. Bon, j'ai commencé à jouer à ce jeu nommé Worlds.com. Il avait à première vue l'air innocent, mais selon la discussion V, des choses complètement folles se sont produites sur le jeu dans le passé. Tout a été oublié ici et en groupe nous avons exploré le jeu. Tous les jours qui suivent, nous allons partager nos histoires et captures d'écran. Et voici aussi une photo de LolDongs qui mate une paire de seins en 16 bits. Plus tard dans la journée, un autre post a été mis en ligne par le même utilisateur. Le jeu a commencé de manière assez innocente. On s'est bien marré à explorer les maps, les squelettes qui jaillissent de nulle part et à trouver des Pegasus. Des choses auxquelles on s'attend sur des jeux comme Roblox, Garry's Mod ou d'autres jeux du genre. Mais les choses sont devenues bizarres. Notre ami Grad nous faisait découvrir des maps lorsque nous sommes tombés sur des portes brunes avec un texte rouge dessus. Ces portes avaient le nom des créateurs de la map dessus et une description des niveaux. L'utilisateur Bilbo99 avait créé des niveaux horribles, avec des easter eggs partout, et nous l'adorons pour sa morbidité. J'ai ensuite remarqué à droite de mon écran qu'il était écrit érotique et Jimbly. Cette map avait été créée par Jimbly. C'était une map relativement normale avec des magasins modernes comme un Starbucks, mais les choses vont vite devenir plus flippantes.
une personne m'a contacté sous le pseudo Magelic. Il ou elle nous a expliqué qu'elle venait d'arriver dans le jeu, tout comme nous, sauf qu'en fait, ça faisait une semaine qu'elle avait commencé à jouer et avait déjà trempé dans des trucs louches et connaissait très bien le secret derrière le jeu. Faire semblant d'être nouveau est une technique populaire pour appâter les novices. Voyez-vous, Gimbly avait en fait un réseau très sérieux. À quel point sérieux? Pour intégrer ce cercle très fermé, il vous faut lui envoyer des photos de vous. Oui, des photos de vous. Par exemple, voici Bilbo 99. Il y avait 30 pièces remplies de photos d'utilisateurs. Mais la pièce numéro 2 était exclusivement consacrée à Gimbly. Nous avons fouillé des informations sur Magelic et avons trouvé ceci. Il y avait énormément de photos d'autres utilisateurs, mais une chose qui m'a sauté aux yeux est qu'elle s'appelle Killcat. En français, tuer un chat. Elle était affichée dans la galerie porno de la map. Il semblerait que quelqu'un l'ait espionnée. Les chambres portent le nom Killcat. Cet utilisateur était l'un des gros poissons du réseau. Ce que Gimbly fait à présent, c'est récupérer les photos nues de joueurs réguliers encore présents aujourd'hui. Magelic était la preuve qu'il nous fallait, puisqu'elle n'est sur le serveur que depuis une semaine. Comme vous le voyez, Georges nous met à disposition plusieurs screenshots des pièces du jeu qui contiennent des photos privées d'utilisateurs. Georges a aussi réussi à récupérer quelques photos de Gimbly et en voulant continuer son enquête avec ses amis, il décide de s'intéresser plus en profondeur à leur nouvel ami Magelic. Et il s'avère qu'il se passait un peu plus de choses bizarres que prévu initialement et la même journée, Georges poste ceci. Magelic, un homme ou une femme. Les photos nues appartenant à l'utilisateur Magelic semblent trop belles pour être vraies. Son visage est rogné et celle-ci possède le corps d'une jeune femme, alors que ses autres photos exposées dans les pièces nous montrent plutôt une femme dans la quarantaine. Qu'est-ce que ça nous laisse comme option? Elle aurait pu envoyer de fausses images car elle ne veut pas montrer son corps, ou alors il s'agit d'un homme qui joue une femme et qui ne veut pas être attrapé. Après avoir discuté avec elle, nous avons découvert son vrai email. Le problème, c'est que cette adresse email est reliée à un homme nommé John. John est dans la cinquantaine et semble apprécier les jeux MMO, tandis que sa femme ne semble intéressée que par ses enfants, comme le montre son statut Facebook où il est écrit en dessous de hobby « enfant ». Donc oui, Magelic se fait passer pour une femme fragile pour recevoir des photos. Ces photos, hormis sa photo de profil, sont toutes déjà dans un album Facebook datant de 2019. Il a donc utilisé une photo de sa femme pour se faire vérifier et entrer dans le réseau. Et a sûrement dû se dire « Ah tiens, ça serait cool si j'envoyais une paire de seins pour avoir l'air d'être un dieu dans le jeu. » Comme vous le voyez, le réseau que Gimbly a créé est composé de gens très étranges. Des gens qui se cachent derrière des avatars, qui se font passer pour d'autres personnes en usurpant leurs identités et même en prenant des photos du monde réel, trouvables par exemple sur un profil Facebook. Tout ça dans le but de pouvoir se faire vérifier et d'entrer dans ce mystérieux réseau qui ressemble plus à une secte qu'un réseau. On pourrait penser que Nexialist n'est du coup pas le chef de réseau, mais bien Gimbly, puisque tout semble à chaque fois nous ramener à lui. Et pourtant, c'est pas le cas. Le prochain post est nommé le cercle restreint de Gimbly. Le dernier post parlait de cette étrange map, d'un homme qui se appelait Gimbly et qui tentait d'extorquer des photos de nus d'utilisateurs encore actifs sur World.com. Notez que tout ce qui est écrit sur ce post se déroule à l'intérieur du jeu. Nous l'avons donc espionné. Il traînait à la plage, mais lorsque nous sommes arrivés, tout le monde a disparu. Heureusement, l'outil Ami et Broken Avatar du jeu nous a laissé nous téléporter directement sur eux sans être visibles sur la map, mais nous reviendrons dessus. Entre-temps, nous avons fouillé le web à la recherche de Gimbly et nous avons trouvé son site, gimblyworld.com, et ici le lien où il stocke ses photos, gimblyworld.com/pix/. Tout ça pour nous montrer un écran noir avec écrit en rouge « Darkness ». Dans l'espoir de trouver la vérité derrière tout ça, un youtubeur se faisant appeler Jérémy Erickson, pour ne pas éveiller les soupçons, a tenté de joindre Gimbly par mail. Bonjour Gimbly, j'ai récemment commencé à jouer à Worlds et était intéressé de rejoindre votre réseau pour me réunir avec vous et d'autres joueurs.
Après avoir consulté quelques anonymes de X qui m'ont dit de me tourner vers vous, j'ai téléchargé quelques montres depuis votre site et suis actuellement en train d'essayer de les faire fonctionner. Dites-moi ce que je dois faire pour entrer dans le réseau. Merci. Après plusieurs jours d'attente, le youtubeur ne reçoit aucune réponse de la part de Gimbly et il va d'abord penser que celui-ci a tout simplement quitté World.com. Sauf qu'en cherchant bien, il tombe par hasard sur ceci. Il s'agit de la fiche de renouvellement du site qui héberge la page web de Gimbly. Pour ceux qui ne savent pas, et pour faire simple, un site web fonctionne avec un hébergeur qui accepte contre une compensation financière d'héberger votre site web. Autrement dit, de le rendre accessible et visible sur internet depuis leur serveur. Et le site de Gimbly a curieusement été renouvelé en 2019 et il sera hébergé au minimum jusqu'en fin 2020. La question c'est alors, pourquoi un utilisateur apparemment non actif aurait-il renouvelé son contrat jusqu'à fin 2020 s'il ne fréquentait plus World.com? Malheureusement, il s'agit des dernières archives de George concernant cette enquête, et pour avancer dans l'enquête, il faut donc se pencher sur une ultime question. Au fur et à mesure des années, le principal consensus autour de World.com, et majoritairement à cause des actions de Nexialist, est que le jeu s'est transformé en une façade, qui cache en fait un culte satanique, et pourtant, c'est pas le cas. Le réseau de Gimbly est bizarre. Que ce soit les photos privées, les archives d'images porno ou gore, en passant par l'usurpation d'identité, il semblerait que Gimbly soit en fait le patron de cette opération, qu'il fait passer au travers de rumeurs pour un culte satanique. Si on réfléchit 2 secondes, un jeu de 1990, abandonné mais toujours actif, et possédant toujours une chatroom pour discuter avec des utilisateurs, est la façade parfaite pour gérer un business sans se faire attraper. Le soi-disant culte satanique n'est qu'une excuse pour alimenter les discussions des utilisateurs de 4chan, et tant que tout le monde croit à une légende urbaine d'un groupe adorateur de Satan sur un jeu abandonné, personne ne regarde ailleurs. Personne ne voit le sombre réseau de Gimbly, personne ne voit le stock de photos privées qu'il a réussi à amasser grâce à Worlds.com, personne ne voit les photos de nus, personne ne voit le porno, le gore diffusé dans les maps et le vol d'identité. Ce que les gens regardent, c'est celui qui a endossé le masque, celui sur qui tout repose pour que la légende du culte sataniste continue et fasse de l'ombre à la vérité, la pièce maîtresse et manquante du puzzle, Nexialist. Si vous vous en rappelez, au début de la vidéo, j'ai parlé de la possibilité de créer ces mondes. Et justement, c'est dans ces mondes créés par les utilisateurs que Nexialist s'amusait à faire peur aux nouveaux utilisateurs. Selon plusieurs personnes, il s'avère que Nexialist est quelqu'un de tout à fait normal. Un utilisateur Reddit nommé Gummilord avait même fait un post pour expliquer que Nexialist est effrayant pour s'amuser. Il joue un espèce de rôle et entretient la légende du culte satanique en uploadant des maps customisées dans ce thème, mais qu'il s'agit probablement d'un joueur tout à fait normal, et qui cache en fait, sans même se rendre compte, la vérité derrière le réseau de Gimbly, qui est complètement éclipsé par les allégations des utilisateurs par rapport aux légendes du culte satanique. Il est clair que Worlds.com peut rendre certains joueurs mal à l'aise, de par ses vieux graphismes, son vide et sa solitude, ou simplement les mondes customisés de certains utilisateurs qui tentent d'entretenir un mythe assez flippant. Il y a peut-être une dernière question que vous pourrez vous poser sur Worlds.com, c'est pourquoi c'est toujours en ligne? Voici Tom Kidron, le propriétaire du jeu Worlds.com, qui s'est fait une réputation au fur et à mesure des années d'être un patent troll. Un patent troll, c'est en fait un terme qui signifie simplement troller de brevets. Son but est d'acquérir de nombreux brevets et d'idées d'un produit et de s'en servir pendant des années pour poursuivre en justice toutes les marques qui utilisent les dites idées et brevets. Leur business est simplement basé sur l'achat d'une idée ou d'une technologie centrale dans la création d'un jeu par exemple, et de traîner devant les tribunaux tous ceux qui utilisent ces technologies essentielles en se rémunérant avec l'argent que les entreprises doivent payer puisqu'elles perdent à coup sûr étant donné que légalement, Tom Kidron est bel et bien le détenteur de plusieurs brevets. Pour vous donner un exemple, Tom a acquis le brevet US 7181690B1. C'est un brevet qui est ni plus ni moins que la technologie de déplacement en 3 dimensions que l'on connaît tous dans les jeux modernes. World Inc. attaque donc en justice toutes les entreprises utilisant ce brevet, comme par exemple Second Life, Bungie, Blizzard, et se ferait environ 200 000 $ de revenus rien qu'avec cette activité. Il est alors tout à fait compréhensible que garder Worlds.com, un jeu qui ne coûte pas forcément très cher à gérer, n'est en fait qu'une étape de son business plan et qu'aucune théorie sombre ou satanique n'est à chercher de son côté. Néanmoins, la durée d'un brevet aux États-Unis est de 20 ans.
Ce qui veut dire que celui-ci est expiré depuis bien des années, et effectivement, avec la fin de son brevet, c'en est aussi allé Words.com, qui a définitivement fermé ses portes, emportant avec lui tous les sombres secrets de ses utilisateurs et du réseau étrange que gouvernait l'utilisateur Jimbly. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est très différente de ce que je fais d'habitude. Je me suis dit que ça allait diversifier un petit peu la chaîne. Bien sûr, les true crime et les threads d'horreur sont toujours d'actualité, ne vous en faites pas. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. En attendant, on se retrouve dans une prochaine ou une ancienne vidéo. Prenez soin de vous, c'était Juliano. Ciao.